tous. Je vais me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Olivier Vallée, j'ai 54 ans. Ça fait 35 ans à peu près que je travaille dans le domaine de l'automatisme industriel. J'ai démarré par faire de la programmation, du chantier, de la mise en service, etc. Puis après, j'ai évolué vers la vente, le marketing. J'ai exercé différentes fonctions dans le domaine de l'automatisme, donc j'ai vu beaucoup de choses. Ça fait 25 ans aujourd'hui que je travaille dans l'entreprise Rockwell Automation. Je vous la présenterai juste après. Et ma mission aujourd'hui, c'est que je suis responsable du programme pour l'industrie du futur. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est de comprendre les enjeux en fait, des entreprises dans la transformation digitale et les accompagner dans cette transformation digitale pour les amener vers l'industrie du futur. Voilà. L'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, elle s'appelle Rockwell Automation. Rockwell Automation, c'est une entreprise d'origine nord-américaine qui est basée à Milwaukee, dans le Wisconsin. Cette entreprise, elle a été fondée en 1903, donc vous voyez qu'on est plus que centenaire. Et c'est l'entreprise aujourd'hui qui est leader dans les entreprises spécialisées dans le monde de l'automatisme industriel. Et donc on est des spécialistes en fait, dans le domaine du contrôle, donc la partie automatisme, la puissance, hein, tout ce qui est variation de vitesse, gestion de moteur, etc. Et toute la partie logicielle également pour donc la production, la maintenance, etc. Donc on fait 6,7 milliards de dollars à peu près, donc c'était le chiffre d'affaires en 2018. On est 22 000 personnes, enfin 23 000 personnes à peu près réparties dans 80 pays à travers le monde. Donc on accompagne nos clients internationaux et tous les grands noms de l'industrie sont souvent clients avec Rockwell Automation. Voilà. Le reste, je passe rapidement. Le portfolio en fait, de Rockwell Automation, rapidement, c'est quoi? C'est bien entendu toute la partie automatisation. Hein, donc les automates, les entrées-sorties, toute la partie infrastructure réseau également. Hein, on est un des leaders dans le domaine de l'infrastructure Ethernet. C'est toute la partie commande de machine, le process, la sécurité. On est le numéro 1 mondial des composants en safety, donc en sécurité des personnes. Voilà, donc on a toute une solution au niveau MES, donc gestion de production. On est un des leaders également dans le domaine de la commande moteur, hein, puisqu'on a une offre en variation de vitesse qui va de 0,37 à 4,5 MW. Vous voyez, donc on a une offre extrêmement large. Et puis, quand on n'a pas tout, on s'associe avec des partenaires comme Microsoft, comme Cisco, pour amener une offre, on va dire, globale pour les industriels, sans oublier toute la partie donc software. Hein, on a une très très forte activité dans le domaine du software. Et bien entendu, les services associés, hein, puisque 30% de notre chiffre d'affaires est associé aux services. Donc les services, c'est l'avant-vente, la pré-vente, la formation, le conseil, le consulting, etc., etc. Donc voilà à quoi ressemble l'entreprise Rockwell Automation, rapidement. Et donc maintenant, on va passer sur l'industrie du futur et les grands enjeux en fait, de l'industrie. Alors pourquoi aujourd'hui on parle d'industrie du futur? Il faut savoir que l'industrie, vous entendez parler beaucoup d'industrie 4.0. Le 4.0 représente la 4e révolution industrielle. Alors la première révolution industrielle, elle a eu lieu dans les années 1780-90 avec l'arrivée de la vapeur. Donc les premières machines vapeur ont amené, je dirais, la première révolution industrielle. Et ensuite est arrivée dans les années 100 ans après, dans les années 1900, l'électricité. Et l'électricité avec une notion en fait, de production de masse avec ce qu'on appelle le taylorisme, c'est-à-dire la production à la chaîne. Donc l'électricité, la production à la chaîne, le taylorisme, c'était vous pouvez choisir la couleur de votre voiture du moment qu'elle est noire. D'accord? Donc ça, c'était effectivement la production à la chaîne, deuxième révolution industrielle. Et vous voyez que dans les années 70-80 est arrivée la partie électronique. Donc on est arrivé avec les premiers automates programmables, les premiers PC, les premiers logiciels, les premiers réseaux, les premiers robots. Et donc on est arrivé à la 3e révolution industrielle où on a commencé à amener un petit peu plus d'automatisation, un petit peu plus de flexibilité au niveau de la production. Depuis à peu près 5-6 ans, aujourd'hui, on parle de la 4e révolution industrielle qui est la révolution de la data. Donc on est aujourd'hui dans la révolution industrielle digitale, c'est-à-dire le big data, l'intelligence artificielle. Vous voyez que, en fait, entre chaque étape, en fait, le temps se raccourcit de plus en plus. Ici, on avait 100 ans.
Et puis là, on arrive aujourd'hui à une cinquantaine d'années, donc ça va très très vite. Et la quatrième révolution industrielle, aujourd'hui, elle est assez brutale, parce que l'arrivée en fait de toutes ces nouvelles technologies et toute l'arrivée donc de digital aujourd'hui est extrêmement brutale pour les entreprises. Alors, quand on parle de l'industrie 4.0, il faut avoir aussi une bonne idée de ce que c'est que l'industrie du futur. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui galvaudent énormément le sujet. On voit parfois dans des salons des gens qui disent « Ah bah tiens, j'ai un nouveau capteur compatible industrie 4.0 ». Ça ne veut rien dire. D'accord ? Donc il faut d'abord se donner une bonne définition de ce qu'est l'industrie du futur. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, l'industrie du futur, elle est là pour répondre en premier temps, en premier lieu, à des besoins. Ce n'est pas « je mets de la technologie dans mon usine, donc je fais une usine du futur », ce n'est pas ça du tout. Il faut bien comprendre que l'industrie du futur, c'est une industrie qui répond à des nouveaux besoins. Les nouveaux besoins, ils arrivent déjà par l'évolution des marchés. Quand vous voyez ici en 1970, donc là j'ai une courbe qui est la courbe en fait de jour de dépassement mondial, c'est-à-dire la capacité de la Terre à fournir les matières premières, à fournir ce qu'il faut pour produire pendant un an. Et en 1970, donc à la troisième révolution industrielle, eh bien en fait on consommait en un an ce que la Terre était capable de nous fournir. Aujourd'hui, à l'aube de la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire en 2016, on est à 1,7 fois. Et là, on a une vraie problématique parce qu'en fait, en même temps qu'on consomme plus, on a une accélération en fait, de la croissance de la population mondiale. C'est-à-dire que d'ici 10 ans, on a 1 milliard de nouveaux consommateurs qui vont arriver à accéder à la classe moyenne. Donc ce milliard de nouveaux consommateurs, ils sont sur le territoire chinois, ils sont sur le territoire indien, ils sont sur le territoire africain, ils sont sur le territoire en fait, de tous les pays en voie de développement. Et ce milliard de nouveaux consommateurs qui va arriver, c'est des gens qui vont consommer des produits de consommation, qui vont voyager, qui vont créer des infrastructures, qui vont consommer de l'énergie, etc., etc. Et si ces gens-là consomment comme nous, pays développés, consommons depuis les années 80, c'est une vraie catastrophe. Donc, on va générer à peu près, je vous donne un chiffre, à peu près 10 000 milliards de dollars de nouveaux produits manufacturés qui vont arriver en fait, sur le marché dans les 10 prochaines années. Donc c'est colossal. Mais on a une chance également, c'est que le monde n'a jamais été aussi connecté. Et les gens aujourd'hui, le comportement des consommateurs est en train de changer radicalement. Et c'est ça en fait qui amène et qui induit en fait la transformation de l'industrie. Avant, on faisait un produit dans une usine dans un pays et on produisait en masse. Typiquement, en fait, le modèle chinois depuis les années 2000, où on produisait des produits, on les ramenait par conteneurs et on les poussait sur le marché et on poussait les gens en fait, à consommer des produits dont ils n'avaient pas spécialement besoin. Ça, c'était le modèle économique qu'on avait dans les années 2000. Aujourd'hui, et vous le voyez, je pense que les jeunes générations sont bien plus conscients en fait, de la consommation raisonnée, de la consommation personnalisée. On veut un produit qui est beaucoup plus personnalisé. On veut un produit qui nous correspond. On veut la même voiture que son voisin, mais pas la même. On veut les mêmes chaussures que son voisin, mais pas les mêmes. On veut, si je vous donne aujourd'hui tous un smartphone dans les mains, je vous le laisse une demi-heure. Dans une demi-heure, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Vous l'avez personnalisé, les fonds d'écran, les applications, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est dans une consommation qui est beaucoup plus raisonnée. Et également, ce qui est important aussi, c'est que le monde n'a jamais été aussi connecté, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus acteurs dans la consommation. Vous allez sur des blogs, vous allez donner votre avis, vous allez sur des plateformes d'échange, vous avez aussi la possibilité de noter. C'est-à-dire que si vous avez acheté un produit de mauvaise qualité, mais vous l'avez acheté cher, vous êtes capable de pourrir en fait la vie d'une société extrêmement rapidement. C'est-à-dire que le moindre problème qu'il y a dans une entreprise, instantanément, c'est connu à travers le monde. Donc ça crée des nouvelles problématiques. C'est-à-dire si j'achète pas cher, je prends le risque, mais si j'aime le prix dans un produit, je veux un produit de qualité. Donc ça induit énormément de changements en fait, au niveau des entreprises et au niveau des industriels qui ont besoin de faire plus de qualité, plus de personnalisation, plus de flexibilité. Et pour avoir plus de qualité, plus de personnalisation, plus de flexibilité et plus d'innovation surtout, eh bien ça amène les entreprises à relocaliser en fait, des unités
plus petite, mais plus flexible, plutôt que de faire cette production de masse qu'on avait dans les années 2000. Vous voyez? Donc, en fait, l'industrie du futur aujourd'hui, c'est ça. C'est réponse à un marché avec une relocalisation en fait, des usines, et on le voit aujourd'hui fortement dans l'industrie. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre de l'industrie du futur, c'est l'adoption en fait, des nouvelles technologies. Donc c'est aujourd'hui un des grands challenges de l'industrie, c'est comment adopter les nouvelles technologies. Il faut savoir que pour la première fois de l'histoire, depuis 5 ans, l'industrie, technologiquement, est en retard sur le grand public. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. L'industrie a toujours été en avance sur le grand public. Aujourd'hui, l'industrie est en retard. Je parle du grand public, tout le monde utilise un smartphone, tout le monde utilise des tablettes, tout le monde utilise un certain nombre de technologies, en fait, aujourd'hui, qui n'est pas encore utilisé dans l'industrie. Et le grand challenge aujourd'hui de l'industrie, c'est d'intégrer en fait toutes ces briques technologiques, le cloud, la cybersécurité, l'internet industriel, le big data, ce qu'on parle d'intégration verticale et horizontale, c'est la partie réseau, c'est-à-dire convergence des réseaux entre les réseaux entreprises et les réseaux de production, etc., etc. Tout ce qui est simulation, tout ce qui est production additive et autres. Donc un des grands challenges de l'industrie aujourd'hui, c'est d'intégrer en fait ces nouvelles technologies. La problématique, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent l'intégrer. Qu'est-ce que ça va apporter? Parce que vous, quand vous avez acheté un téléphone, un nouveau téléphone, ou vous achetez une tablette, vous n'allez pas vous poser la question de savoir mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Vous le faites par plaisir, vous le faites pour ressembler à quelqu'un, vous le faites pour être dans une communauté, etc. etc. Donc c'est pas rationnel, c'est plutôt irrationnel comme achat. Un industriel, quand il fait un investissement, il se dit c'est quoi le retour sur investissement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je mets de la technologie, si je mets de la fabrication additive, si je mets de la réalité augmentée, si je mets du big data, l'intelligence, qu'est-ce que ça m'apporte? Aujourd'hui, on n'a pas encore trop la réponse. Il y a des grands industriels qui ont fait plein de ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept. Et aujourd'hui, on n'a pas trop le retour par rapport à ça. Donc on est encore dans le balbutiement. Donc ça, c'est le deuxième enjeu de l'industrie du futur. Le troisième enjeu, et non des moindres, c'est la dimension sociétale. Et ça va amener une vraie révolution au niveau de l'industrie, c'est la génération Y. Ceux qui sont nés entre 80 et 2000, c'est vous, les étudiants, c'est ceux qui commencent à être sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que quand je dis aux étudiants souvent, j'ai 25 ans d'ancienneté chez Rockwell, ça ne parle pas. Vous êtes une génération qui n'a pas le même rapport au travail, qui n'a pas le même rapport avec les entreprises, le même attachement avec les entreprises, qui a besoin de beaucoup évoluer, qui est beaucoup plus versatile, on a besoin en fait d'attirer aujourd'hui les jeunes talents. Un des challenges des entreprises aujourd'hui, c'est comment attirer les jeunes talents et surtout comment les garder. Parce que la dernière fois, j'avais par exemple une conférence avec le DRH d'Airbus, qui disait « même fabriquer des avions, ça ne les fait pas rêver ». Donc, en fait, la façon dont on recrutait les gens avant, si on ne change pas nos méthodes de recrutement, on n'arrive plus à attirer les jeunes. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, dans la dimension sociétale, vous prenez des gens qui font de la maintenance, qui savent régler des machines avec l'oreille. Quand vous leur amenez de la réalité augmentée, ils disent « non, j'en ai pas besoin, moi. » Vous savez, la machine, là, juste avec le bruit qu'elle fait, je sais exactement ce qu'elle a. Je dis « oui, mais ça, dans 5 ans, c'est mort. » Parce que vous êtes parti en retraite, et les jeunes qui arrivent derrière, il faut qu'ils soient opérationnels tout de suite, avec le même niveau de compétence, et ils vont rester 1 an à ce poste-là. Et après, ils feront autre chose. Donc le vrai challenge, c'est comment amener le même niveau de compétence à des gens qui vont rester 1 an, 2 ans à un poste, par rapport à quelqu'un qui est là depuis 25 ans. Et ça, c'est une vraie problématique. Le sujet suivant, c'est le modèle d'organisation. Aujourd'hui, les organisations qu'on voit majoritairement dans les entreprises, c'est des organisations pyramidales. On a les gens qui sont en bas, puis le N+1, le N+2, le N+3. La façon dont fonctionnait ma génération, entre guillemets, c'était si j'ai le savoir, j'ai le pouvoir. Donc quelque part, la rétention d'informations, le précaré qu'on appelle, on va garder son précaré, l'IT va garder son petit précaré, on ne veut pas parler avec les automaticiens ils ne veulent pas parler avec les mecs du process ils trouvent que les automaticiens, machin. On a toujours travaillé comme ça. Aujourd'hui, ça doit péter. Ça doit complètement évoluer, on doit avoir des organisations beaucoup plus flexibles, beaucoup plus communicantes, beaucoup plus horizontales. Pourquoi? Parce que, en fait, l'enjeu, c'est le partage de l'information.
Et cette nouvelle génération que vous représentez aujourd'hui, elle raconte déjà sa vie sur Facebook. Elle raconte déjà, vous êtes déjà dans le partage de l'information. Vous n'avez pas envie de passer 3 plombes à chercher une documentation, il vous faut l'information tout de suite. Si vous ne l'avez pas, vous allez poser la question à votre copain, etc. Donc on aura des choses beaucoup plus communicantes. Et ça va complètement bouleverser également les organisations des entreprises. Et puis le 5e enjeu, c'est l'environnement et l'écosystème. Vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus, en fait, même les jeunes générations sont très attachées aux valeurs de l'entreprise. Si on est dans une entreprise qui pollue, si on est dans une entreprise qui ne recycle pas bien, si on est dans une entreprise qui ne respecte pas des normes environnementales, qui ne respecte pas l'humain, qui ne respecte pas, vous voyez, tout un tas de choses comme ça, l'aspect sociétal et tout, on n'a pas envie d'y aller. Et les entreprises aujourd'hui, vous regardez sur tous les sites web des grosses boîtes, ils sont très attachés à montrer qu'ils ont une démarche durable, qu'ils reviennent vers des cycles courts, qu'ils font ce qu'on appelle de l'éco-conception, c'est-à-dire je conçois un produit en fonction de la façon dont on va déjà le recycler après dans la nature. Alors qu'avant, on faisait un produit, on s'en foutait complètement de savoir comment il allait être recyclé, etc. On va parler d'économie d'énergie. Donc, on va commencer à mettre de l'éclairage LED, on va commencer à faire attention à comment on consomme les moteurs, à faire des mesures, etc. Et ça, également, c'est un des enjeux majeurs de l'industrie. Donc, en fait, en résumé, quand vous regardez l'industrie du futur et quand on parle de l'industrie 4.0, c'est avant tout une industrie qui doit répondre à ces enjeux-là. D'accord ? Si une entreprise ne doit pas répondre à ces enjeux-là, la transformation numérique ne servira à rien. Voilà. Donc ça, c'est des grandes généralités, mais c'était intéressant de le savoir. Alors, il faut savoir également que dans cette industrie du futur, en fait, elle a été, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, ça a été lancé par Angela Merkel il y a 5 ans. Au salon de Hanovre. Elle a fait un grand discours en fait, sur le devenir de l'industrie. Elle a lancé en fait, le concept de la 4e révolution industrielle dans son discours. Et Angela Merkel, en fait, son objectif, c'était sécuriser le futur de l'industrie allemande par la technologie et donc la transformation numérique de l'industrie. Elle a pris 2 ans d'avance. Ensuite, le gouvernement français donc, a réagi. À l'époque, c'était sous le gouvernement de François Hollande et le ministre de l'économie qu'on a aujourd'hui comme président Emmanuel Macron, qui a décidé en fait de mettre en place une organisation qui s'appelait l'Alliance Industrie du Futur pour répondre à ça. Et vous voyez que tous les pays également se sont organisés dans la transformation digitale. Vous avez une initiative américaine qui s'appelle Smart Manufacturing, vous avez une initiative chinoise qui s'appelle China 2025, vous avez une initiative anglaise qui s'appelle Made Smarter, etc. Et donc en France, en fait, on a une initiative qui s'appelle l'Alliance Industrie du Futur, associée avec la French Fab, pour justement dynamiser en fait l'industrie française. Et pourquoi il faut dynamiser l'industrie française? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'âge moyen de l'outil de production en France, il est passé de 18 ans à 20 ans d'âge moyen sur les 5 dernières années. Donc on a un outil industriel extrêmement vieillissant, et on est plutôt en industrie 2.0. Et un de nos challenges aujourd'hui, on le voit tous les jours chez Rockwell, c'est déjà de passer de 2.0 en 3.0, c'est-à-dire de mettre de l'automatisation, de mettre de la robotique et de générer en fait des données IoT pour pouvoir amener la transformation industrielle. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la réalité des choses. Alors, l'Alliance Industrie du Futur, très rapidement, en fait, comment c'est organisé. Vous avez toutes les organisations professionnelles qui se sont mises ensemble. Donc, la FIEC, le Syntec numérique, qui représente les gens du logiciel, les SAP, les Microsoft, etc. Vous avez le Gimelec, nous, on en fait partie, hein, donc c'est les représentants du domaine de l'électricité, de l'automatisme, etc. Vous avez les écoles, donc les arts et métiers, Mines Télécom, le CESI, etc. Vous avez les partenaires technologiques, donc en fait, on va dire les syndicats technologiques, le CETIM, le CEA Tech, etc. Et puis surtout, le collège de financement avec BPI France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France a énormément d'argent à dépenser et dépense beaucoup d'argent en fait pour financer les entreprises et leur donner la capacité en fait de se moderniser. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de pays fort sans industrie forte. Aujourd'hui, la France ne peut pas être un pays avec des campings, des restaurants et du tourisme. Ce n'est pas possible. Donc la France est un pays industriel. On a
je vous donne comme ça des chiffres comme ça. On parle énormément à chaque fois du salon de l'agriculture. Le président, il passe 14 heures. Tous les politiques y vont. L'agriculture, c'est 40 000 agriculteurs. C'est 1,6% du PIB. La semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, il y avait Smart Industry. Enfin, il y avait Global Industry à Lyon. C'est des millions d'emplois en France. C'est 12,6% du PIB. Personne n'en parle. Donc, on a un vrai problème et un déficit d'image au niveau de l'industrie. Mais il y a énormément besoin et énormément de demandes dans l'industrie. Voilà. Donc ça, c'était la partie introduction pour vous dresser en fait le portrait aujourd'hui de l'industrie et vous donner un peu une définition de l'industrie du futur. Alors aujourd'hui, comment nous, en tant que fournisseurs de technologie, en fait, on peut s'intégrer dans cette histoire-là? Eh bien, cette histoire-là, en fait, elle tourne aujourd'hui autour de la data. Alors, on a bien vu que la data était aujourd'hui au cœur en fait, de la problématique. On dit que celui qui possède la donnée aujourd'hui, c'est le pétrole de demain. Dans les années 80-90, le pétrole, c'était effectivement le pouvoir. Demain, c'est la donnée. Vous prenez tous les grands aujourd'hui du web, les Amazon, les Microsoft, les Apple, etc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui leur fortune? C'est la capacité de traiter la donnée avec l'intelligence artificielle. Amazon, aujourd'hui, c'est le premier fournisseur de cloud. Donc, c'est des gens qui savent traiter la donnée et qui savent, lui donner une valeur. Et la donnée, en fait, n'a de valeur que si elle est partagée à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau de l'industrie. Donc, nous, on a une approche, en fait, qu'on appelle l'entreprise connectée, en américain, The Connected Enterprise. Et une entreprise comme la nôtre, aujourd'hui, on est obligé de se transformer également. Vous voyez, donc c'est assez brutal également. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on vendait des automates. Donc un commercial qui allait voir un client, il posait un automate sur la table. Et puis on montrait les fonctionnalités de l'automate, les temps de cycle, les cartes d'entrée-sortie, j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça c'était la méthode de vente. Et puis 10 ans après, on est passé sur une infrastructure un peu plus complète. Donc on vendait ce qu'on appelait une architecture, l'architecture intégrée. Donc on montrait comment on intégrait des variateurs, comment on intégrait la supervision, comment on intégrait tout ça sur Ethernet. Mais c'était toujours de la techno. Aujourd'hui, en quasiment 2020, un vendeur, il ne fait plus ça. Un vendeur, il va voir un client, il va d'abord essayer de comprendre ses enjeux business. C'est quoi votre problématique? Problème de flexibilité, problème d'intégration de nouveaux, de transfert de compétences, problème de productivité, problème de maintenance, comment maintenir en conditions opérationnelles les équipements, comment remettre en route le plus rapidement possible, etc. Donc on n'est plus du tout dans la techno, mais dans la compréhension des enjeux business. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un vrai stress, parce que des gars, quand ça fait 25 ans qu'ils sont sur le terrain et qu'ils vendent des automates, je peux vous dire que c'est compliqué aujourd'hui d'aller comprendre les enjeux business d'un client. Ensuite, une fois qu'on a compris les enjeux business, il faut combiner effectivement les enjeux avec la techno et puis surtout faire des choses simples. Faire des choses simples parce que ça permet de se tromper. C'est-à-dire qu'un industriel, lui, ce qu'il attend, c'est un retour sur investissement rapide. Donc il faut proposer des choses simples de manière à ce qu'il puisse se dire rapidement, au bout de 3 mois, 4 mois, ah non, c'est pas ça que je voulais. Parce que si vous mettez un truc qui met 3 ans à se mettre en place, ça ne marche pas. Donc il faut faire des choses simples. D'accord? Dans l'industrie, il faut que ce soit simple. Et pour que ce soit simple, en fait, il faut raconter une belle histoire. Et pour raconter une belle histoire, voilà l'histoire, nous, qu'on raconte, en fait, là, je vous fais un petit peu la promotion de notre stratégie et notre façon dont on aborde les clients pour amener un client vers la transformation digitale. La transformation digitale, c'est un voyage. C'est un voyage par étapes. La première étape, en fait, elle commence en haut. C'est d'abord de produire les données. Produire la donnée IoT, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui produit aujourd'hui la donnée? Alors IIoT, ça veut dire Industrial Internet of Things. Donc Internet of Things, Internet des objets, avec le i devant, Internet des objets industriels. Il faut savoir que quelque part, dans les milliards en fait, d'équipements connectés qu'on a à travers le monde, il y en a 30% qui sont à peu près dans l'industrie. Donc c'est colossal. Donc, qu'est-ce qui va produire les données IoT? C'est les automates, c'est les variateurs de vitesse aujourd'hui, c'est l'instrumentation, etc. Je vous donne un exemple. Avant, on mettait par exemple un variateur de vitesse sur du 420. On pilotait en fait avec un 420 milli une consigne vitesse. On avait un retour vitesse et puis à la limite une ou deux entrées-sorties sur une gestion de défaut et c'était tout. D'accord? Aujourd'hui, vous mettez un variateur de vitesse sur Ethernet, vous avez 450 paramètres à votre disposition, instantanément.
Vous mettez un débitmètre sur Internet, c'est 600 paramètres que vous avez à votre disposition. Alors qu'avant, un débitmètre, c'est pareil, il y avait quelques valeurs. Donc en fait, on multiplie de façon exponentielle en fait, le nombre de données à traiter. Donc la première étape, en fait, pour nos clients, c'est déjà de dire, est-ce que vous produisez la donnée IoT? Donc où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes encore dans l'industrie 2.0 ou est-ce que vous avez déjà automatisé votre production? Parce que c'est compliqué de traiter de la valeur si on n'a pas accès à la valeur. La deuxième étape, c'est de transporter les données. Il n'y a pas d'usine du futur sans infrastructure de communication. C'est la colonne vertébrale en fait, de l'industrie. Si vous n'avez pas une infrastructure de communication qui permet de transporter les données à tous les niveaux de l'entreprise, eh bien, vous n'allez pas aller bien loin. Et une fois que la donnée elle est transportée, et puis ensuite on l'a bien mis dans les bases de données, etc., elle est rangée, ensuite on va la valoriser. Donc là, on va mettre les plateformes IoT, on va commencer à faire de l'analyse de données pour pouvoir obtenir des résultats. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ces résultats, on va orchestrer les réponses, c'est-à-dire qu'on va diffuser la bonne information au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite, une fois que les gens ils ont cette information-là, eh bien, ils vont être engagés, en fait, dans l'amélioration continue. Et ça, c'est fondamental d'engager les personnes parce que l'industrie du futur, ce n'est pas une industrie sans personne. D'accord? L'homme et l'humain est au cœur de la problématique. Voilà. Donc ça, c'est le voyage en fait, qu'on propose à nos clients. Voilà. Avec, je dirais, un certain nombre de valeurs qu'on va donner en fonction des profils qu'on va trouver dans l'entreprise. L'objectif de l'ingénierie, c'est quoi? C'est en fait de mettre sur le marché le plus rapidement possible en fait l'innovation, c'est-à-dire de diminuer en fait les temps de développement. Ça, c'est les challenges en fait qu'on va retrouver par profil. Donc diminuer les temps de développement et développer le plus rapidement possible. Pour la production, c'est en fait le maintien en condition opérationnelle des équipements. C'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui pour pas que ça tombe en panne. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est maintenance prédictive, c'est tout ce qui est redondant, c'est tout ce qui va permettre en fait que ça ne tombe pas en panne et qu'on va faire fonctionner l'outil de production le plus rapidement possible, le plus longtemps possible, pardon. Au niveau de la maintenance, c'est tous les outils qui permettent justement, s'il y a une panne, comment je peux faire pour remettre en route le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce que je vais avoir à ma disposition pour remettre la machine le plus rapidement possible en route. Et au niveau du management, bien entendu, c'est de pouvoir justifier tous les investissements, c'est de pouvoir avoir une visibilité globale en fait, sur l'entreprise et pas de se demander en fait, ce qui est en train de se passer, mais de l'avoir instantanément. Donc c'est la remontée en fait, de toutes les informations et tous les tableaux de bord. D'accord ? Et puis surtout la gestion des risques, donc tout ce qui est lié à la cybersécurité, etc. Donc ça, c'est les enjeux par profil. Alors, comment on peut, concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on propose en fait, comme type de solution? Donc je vais revenir on revient sur notre petit voyage. Et la première étape, donc on va produire les données IoT. Alors on va produire les données IoT avec quoi? On va produire les données IoT en fait, avec l'infrastructure en fait, d'automatisation. Tout simplement. C'est ça qui va donner de la donnée. Donc la donnée, on va la retrouver au niveau des entrées-sorties, on va la retrouver au niveau des variateurs de vitesse, au niveau de la commande de mouvement. Elle va remonter effectivement sur la partie automatisme, sur laquelle on va effectivement piloter en fait toute la partie motorisation et on va avoir toute la partie visualisation. Et puis vous avez sur le niveau supérieur toute la partie ingénierie qui va effectivement faire cohabiter en fait, et faire fonctionner toute cette infrastructure d'automatisation. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est de mettre en place une infrastructure d'automatisation qui va permettre en fait, de produire de la donnée qu'on va utiliser ensuite pour la valoriser. Je vous ai mis ici des petites choses au-dessus qui sont un petit peu transversales, qui sont les normes. Alors je ne sais pas si aujourd'hui dans vos formations vous êtes sensible à la normalisation, mais de plus en plus, en fait, dans les entreprises, un automaticien devra respecter en fait, un certain nombre de normes pour pouvoir justement amener l'intégration en fait, native des machines, l'intégration native en fait, des équipements dans les installations. C'est pour ça qu'on parle de normes ISA, on parle de PACML pour toute la partie machine, on parle de normalisation en fait, au niveau de la communication avec OPC UA, etc.
Bon, ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui, mais sachez qu'en fait, ces normes aujourd'hui commencent à régir un petit peu la façon dont on va organiser ces données, la façon dont on va organiser ces programmes, de manière à ce que lorsqu'un client final, imaginons un grand groupe agroalimentaire, il achète une machine, il dit « moi je veux une machine qui soit compatible au PCEA, qui soit PAC-ML », et il sait exactement comment vont être organisés les programmes, comment vont être organisées les données, de manière à pouvoir l'intégrer derrière dans son logiciel de gestion de production. Donc ça, c'est des choses transversales, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça existe. Donc ça, effectivement, c'est la première étape. La deuxième, alors, j'ai fait un petit slide récapitulatif, en fait, spécialement pour cette journée-là, en disant à chaque étape, en fait, de quoi on va avoir besoin comme compétences. Dans la production de la donnée, on va avoir besoin de compétences en quoi? En automatisme, en informatique industrielle, en robotique, en électromécanique, donc toute la partie variation de vitesse, en mécatronique. Donc mécatronique aujourd'hui, c'est fondamental, c'est tout ce qui est axe virtuel, tout ce qui est axe numérique. D'accord? Donc c'est les machines de packaging, etc. On va avoir besoin de gens qui savent faire de la régulation process. On va avoir besoin de gens qui savent faire des réseaux. Alors quand là je parle de réseaux, c'est surtout essentiellement les réseaux de terrain, des réseaux d'automatisme, les réseaux d'opération de production. Hein, donc on est aujourd'hui majoritairement sur des réseaux Ethernet, mais là on est sur de l'Ethernet temps réel. On va avoir des gens qui connaissent la sécurité également, tout ce qui est safety, donc ils vont être certifiés TÜV, donc pour la sécurité humaine. Hein. Et puis, bien sûr, toute la connaissance des normes. Donc voilà toutes les compétences aujourd'hui dont on a besoin pour la partie automatisation. D'accord? Je continue dans mon petit voyage. Donc on va parler d'infrastructures de communication. Aujourd'hui, un des grands challenges des entreprises, c'est de faire en fait la convergence des réseaux IT, donc informatique, et OT, Operation Technology, donc Information Technology, Operation Technology. Donc là, on est sur les réseaux de production, là, on est sur les réseaux IT informatiques. La plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui et qu'on rencontre, c'est que les gens de l'IT ne veulent pas qu'on touche à leur réseau. Si on veut une entreprise qui est connectée, si on veut une entreprise qui a une intégration de sa chaîne logistique avec le consommateur, pour lequel, par exemple, je fais une commande sur Internet, je veux un produit qui est personnalisé, je le veux comme ça, comme ça, comme ça, mais je le veux demain à Châteauroux, alors que le produit il est fabriqué en Allemagne, eh bien, toutes les données, en fait, elles doivent être rapidement connectées et en liaison directe avec la production. Vous allez faire votre commande, ça arrive au niveau de l'ERP. L'ERP donne l'ordre de production au MES. Ensuite, ça descend directement en fait, au niveau de la production. C'est produit, c'est renvoyé avec la chaîne logistique, facturation, etc. Et donc, toute cette chaîne en fait, de données, elle doit être sans rupture. Et aujourd'hui, un des grands challenges des entreprises, c'est de faire la convergence IT-OT parce qu'on retrouve encore beaucoup de garde-chapelle entre les gens de production et les gens de l'IT. Voilà. Donc, un des challenges que vous aurez quand vous serez sur le marché du travail et dans ce domaine-là, ce sera la convergence des réseaux et assurer également toute la partie cybersécurité avec les zones ce qu'on appelle les DMZ, les zones démilitarisées qui permettent en fait de faire le pont entre la production et puis l'IT. Parce que de plus en plus, en fait, avec la multiplication et la croissance exponentielle des données, on va de plus en plus mettre les données dans un cloud. Et effectivement, le cloud aujourd'hui, c'est une problématique, c'est où est-ce que sont hébergées mes données, la propriété intellectuelle, le secret de fabrication, etc., etc. Mais ça va être incontournable parce qu'en fait, on va pas pouvoir, une entreprise ne va pas pouvoir gérer des pétaoctets de données aujourd'hui qui sont générés par tous les équipements. Donc, ça va être un grand défi en fait, de demain de faire en fait, la convergence des réseaux. Alors, pour les gens qui seront dans ce domaine-là, de quoi on va avoir besoin? Bien sûr, on va avoir besoin également de compétences en automatisme, des compétences en informatique industrielle, des compétences en administration de réseau, donc de plus en plus,
Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la moindre machine, sur le moindre équipement industriel, on commence à travailler des switches manageables. Hein, donc les switches manageables, eh ben, ils doivent être managés et ils doivent être administrés. Donc on a besoin de gens en compétences réseau Ethernet. Il faudra savoir faire de l'administration informatique, donc savoir créer des contrôleurs de domaine, savoir gérer des accès, des profils, etc. etc. Il faudra bien sûr avoir des connaissances en base de données, parce que les pétaoctets de données qui seront générés vont arriver bien entendu sur des data lakes, sur des bases de données, donc il va falloir savoir gérer ces bases de données. Et puis également travailler sur la partie cybersécurité, donc avoir des compétences en cybersécurité quand on fera de l'administration réseau. Hein, donc voilà à peu près le volume de compétences dont on va avoir besoin sur cette partie-là. Alors on va continuer sur la troisième partie, donc la troisième étape du voyage, c'est se connecter avec en fait l'ensemble des données. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous avez des données qui sont issues de tout un tas de secteurs. Donc bien entendu la partie process, hein, donc la partie automatisme, et puis des gens qui vont avoir des données qui sont issues de la qualité. Des gens qui sont issus de la partie business, la partie, effectivement, les fournisseurs, le responsable de l'usine qui va avoir besoin d'avoir une vision globale de son industrie, les distributeurs et le lien direct avec les consommateurs, etc. Donc vous voyez que toutes les données, en fait, elles vont voyager à travers tous les systèmes. Donc, et ces données, l'objectif, c'est quoi ? Je vous le disais tout à l'heure, en fait, si on résume rapidement, si on résume deux choses, les deux challenges en fait dans une entreprise aujourd'hui, c'est le maintien en condition opérationnelle des équipements, c'est comment faire en sorte que ça ne tombe pas en panne, et comment faire en sorte de remettre en route le plus rapidement possible. D'accord ? Donc c'est la partie maintenance. Depuis longtemps, on était sur le diagnostic, c'est-à-dire ah, j'ai une machine qui tombe en panne. Ah ouais, bah elle est tombée en panne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah on regarde et puis après on fait un diagnostic et puis on dit bah voilà, oui, bah il s'est passé ça. Donc là on se retrouve dans ce cas de figure. La deuxième étape sur laquelle on commence à travailler, c'est la maintenance prédictive. C'est-à-dire, ah, si on fait ça, il va peut-être se passer ça. Donc là, style, tiens, si je touche le truc, à ce moment-là, oui, là on va se planter. Donc peut-être, il faudrait peut-être faire autrement pour éviter de se retrouver dans la situation précédente. La troisième chose aujourd'hui sur laquelle on travaille et dans l'industrie du futur, c'est vraiment la connectivité globale, c'est-à-dire d'avoir toutes les informations nécessaires qui évitent effectivement de se retrouver dans une situation de panne, ou si jamais j'ai une panne, j'ai toutes les informations nécessaires qui me permettent de remettre en route le plus rapidement possible. D'accord ? Donc, sur ces trois étapes, aujourd'hui, c'est ça et vers là qu'on veut aller. Et c'est vers là, en fait, que va l'industrie du futur. D'accord ? Donc, globalement, en fait, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour arriver à ça, il va falloir avoir une méthodologie. Et la méthodologie, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc, le machine learning, c'est quoi? C'est qu'on va créer un modèle. C'est-à-dire qu'on connaît bien son usine, on connaît bien son installation. Et après, on va créer un modèle mathématique, en fait, de son installation. Donc là, on arrive sur des niveaux de compétences qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui dans l'industrie. Des gens qui sont capables de développer des modèles. On va développer un modèle. Ensuite, on va extraire les données. C'est-à-dire, quelles données j'ai besoin dans mon modèle? Comment je vais les organiser? Comment je vais les valoriser, ces données-là? Donc on va extraire les données temps réel à l'exécution du modèle. Ensuite, on exécute le modèle dans ML, c'est machine learning, pour ensuite visualiser un résultat. D'accord? Ça, c'est les étapes nécessaires pour arriver, je dirais, sur le maintien en condition opérationnelle et la maintenance prédictive. L'objectif, c'est la bonne donnée à la bonne personne au bon moment. C'est-à-dire que quelle que soit la position que j'ai dans l'entreprise, je suis quelqu'un de la qualité, je suis quelqu'un de la production, je suis quelqu'un de la maintenance, je suis quelqu'un du corporate. J'ai à ma disposition les informations qui me sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça, c'est le vrai challenge. Et pour ça, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de gens qui connaissent déjà la stratégie de l'entreprise.
Parce que pour créer des modèles, etc., il faut d'abord coller en fait à la vraie stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est celle qui est dictée par le comité de direction. C'est des vrais enjeux business. C'est besoin de plus de flexibilité, c'est besoin de plus d'innovation, c'est besoin de plus de personnalisation, etc., etc. Donc, pour créer les modèles qui correspondront en fait à ces enjeux d'entreprise. C'est des gens qui sauront faire de l'architecture big data. Donc, des gens qui savent traiter des gros volumes de données. Des gens qui sont des data scientists. Alors, les data scientists aujourd'hui, ce sont des profils extrêmement recherchés dans l'industrie. Les data scientists, c'est des gens qui vont combiner plusieurs domaines de compétences. C'est des gens qui savent faire de la mathématique statistique, qui savent traiter de la base de données, qui savent faire de la programmation Python, pour créer des modèles prédictifs, mais qui sont également des gens qui connaissent la production, et pas que des mathématiciens. Mais des gens qui connaissent également la façon dont on va fabriquer, la façon dont se comporte une machine. Donc c'est vraiment des profils aujourd'hui assez complexes et très difficiles à trouver aujourd'hui dans l'industrie, mais qui sont très courus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie valorisation de données. Et puis, on va terminer la boucle avec l'orchestration des données. Aujourd'hui, dans l'orchestration de données, c'est-à-dire fournir la bonne information au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, on va pouvoir utiliser aujourd'hui des plateformes de plus en plus, on va dire, différentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'industrie, on fournit de l'information sur des écrans. Donc, on a soit des interfaces opérateurs sur des machines, soit on a des PC de supervision. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on diffuse cette information sur tablette, smartphone, lunettes à réalité augmentée, etc. Ce qui amène en fait des soucis en fait, d'infrastructures de communication. Il faut commencer à mettre du Wi-Fi, il faut commencer à avoir des infrastructures de communication centralisées. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est que je suis un opérateur de maintenance, il se passe un problème sur ma machine, je viens avec ma tablette, je scanne un code barre, instantanément, j'ai par exemple la réalité augmentée qui correspond à la problématique, j'ai accès à la documentation qui m'a été envoyée par un serveur et j'ai ma documentation pour éviter de retourner au bureau, aller chercher la doc, merde, c'était pas celle à jour, etc. J'ai instantanément le programme qui correspond à la machine, etc., etc. Vous voyez, donc on est vraiment dans la contextualisation d'informations au pied de machine, on va identifier un opérateur, on va identifier une position, GPS, je suis à tel endroit, tiens, j'ai tel contexte, je me déplace, tiens, j'ai un autre contexte qui correspond exactement à ce que j'ai besoin. Donc, c'est vraiment des infrastructures aujourd'hui qui sont de plus en plus flexibles et qui permettent en fait de diffuser en fait, la bonne information au bon endroit au bon moment. Je ne rentre pas dans le détail de tout ça, ce n'est pas l'objet. Donc, orchestrer les réponses, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et les compétences nécessaires en fait, à l'orchestration des réponses, c'est des gens qui connaîtront bien entendu la partie automatiste, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, de quoi va avoir besoin mon opérateur de maintenance, de comment je peux dépanner en fait, la partie, l'automate en question, etc. On travaille sur de l'informatique industrielle, de l'administration informatique, de l'administration des réseaux également, de la base de données, et puis un point crucial également de la cybersécurité, puisque dans l'industrie, quand on commence à mettre du Wi-Fi, quand on commence à mettre des informations sur des tablettes, sur des smartphones, des choses comme ça, eh bien se pose la problématique de la propriété intellectuelle et la cybersécurité. D'accord ? Dernière étape, aujourd'hui et non des moindres, on parle d'engagement des personnes. Donc engager les personnes, c'est comment, après, une fois que j'ai cette information-là, eh bien, je peux prendre la bonne décision. On voit de plus en plus en fait, arriver dans l'industrie eh bien, des nouvelles technologies. Alors là, on a eu de la chance ici, vous voyez notre ministre de l'Industrie, Bruno Le Maire, avec une belle lunette à réalité augmentée Rockwell Automation. Donc ça, c'était un bon coup qu'on a fait. Donc c'était au niveau de Smart Industries. Et puis, en fait, dans sa lunette à réalité augmentée, en fait, qu'est-ce qu'il voit? En fait, on lui propose un certain nombre de contenus en fait, qui sont diffusés dans l'espace et qui permet en fait, d'avoir du contenu supplémentaire. Donc, on est ce qu'on appelle, on n'est pas dans la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est-à-dire on met un casque, on est en immersion totale, mais on a de la réalité augmentée. C'est quoi l'objectif de ça? L'objectif de ça, c'est pour revenir au problème de transfert de compétences dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire comment pouvoir donner le même niveau de compétences, le même niveau
d'expertise à quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'expérience en fait, que quelqu'un qui est là depuis 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est-à-dire, je suis face à une problématique, je vais mettre cette lunette à réalité augmentée. Et qu'est-ce que j'ai dans cette lunette à réalité augmentée? J'ai caméra, on peut diffuser du contenu, je peux ouvrir une session Skype, par exemple, avec un expert qui est situé à je ne sais pas où. Je peux converser dans un espèce de Facebook, on va dire, privé, mais échanger les compétences, filmer ce que je suis en train de regarder, avoir quelqu'un qui est de l'autre côté, qui voit exactement la même chose, qui dit « Ah bah oui, t'as qu'à faire comme ci, comme ça », d'avoir des procédures également qui se mettent sous forme de contexte devant les yeux, d'avoir des informations complémentaires, de télécharger des documentations, d'avoir des procédures, d'avoir sous forme d'animation 3D également une procédure, dire bah, il faut enlever les tels boulons, il faut faire comme ça, il faut enlever telle carte, il faut remplacer la pile, etc. Donc tout ça en fait est en train d'arriver aujourd'hui dans l'industrie pour justement répondre à ces transferts de compétences aujourd'hui qu'on a, dans l'industrie. Hein, d'accord? Donc, et ça c'est des technologies aujourd'hui que vous, justement, les jeunes générations vont être amenées à utiliser. Et je dirais, le problème aujourd'hui, c'est que quand vous mettez ça sur la tête de quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, il n'y trouve pas spécialement l'intérêt. Parce que déjà, il dit, bon, écoutez, moi, ça fait 25 ans que je travaille comme ça, je ne vois pas pourquoi je travaillerai autrement. De toute façon, il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Hein. Bon, ça, c'est bien français. La gestion l'accompagnement au changement, il est compliqué. Par contre, un jeune aujourd'hui, quand on fait des démonstrations, on met ça, tout de suite, il est extrêmement à l'aise. Alors attention, hein, c'est pas pour travailler 24 heures sur 24 avec ça, hein, du tout. Hein. C'est au cas où il y a effectivement quelque chose, on met ça et on a et il y a de l'adoption de cette technologie extrêmement rapide. D'accord ? Donc on parle de réalité augmentée. Donc soit on s'appuie, là je ne vais pas me lancer les vidéos, mais soit on s'appuie sur des modèles 3D, soit on s'appuie sur des modèles 2D, et puis à ce moment-là, on vient avec un modèle 2D, on se met devant l'équipement, hop, on colle le modèle 2D dessus, et automatiquement, tac, on a du contexte complémentaire, avec des tablettes, avec des choses comme ça, avec des téléphones, je pourrais faire une petite démo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est des nouvelles technologies aujourd'hui qui sont de plus en plus usitées en fait, dans l'industrie. Alors, de quoi on va avoir besoin comme niveau de compétences, en fait? On va avoir des gens qui ont besoin de compétences en automatisme, en conception 3D, puisque de plus en plus, en fait, aujourd'hui, on va faire de la conception 3D. Donc, quand on va concevoir en 3D je dirais les produits qu'on va fabriquer, mais également les machines, également les équipements, en fait, on va avoir cette conception 3D. Donc, on va récupérer ce fichier 3D et on va devoir l'animer. Hein, pour faire de la réalité augmentée. Donc on va avoir besoin de gens également qui vont faire l'animation 3D. Des gens qui vont y avoir une expertise maintenance aussi, c'est-à-dire comprendre en fait quelles sont les procédures de maintenance pour pouvoir remettre en route une machine de manière à pouvoir l'intégrer après dans le modèle de réalité augmentée. Et puis beaucoup de créativité, hein, parce que ça c'est une compétence dont on va avoir besoin, des gens qui sont créatifs, des gens qui sont imaginatifs, des gens voilà, qui, à la limite, c'est un peu open bar. Tiens, je veux faire ça. Voilà, il faut de l'imagination, il faut de la créativité pour pouvoir se lancer dans ce type de choses. D'accord ? Donc, j'irai en conclusion, en fait, une industrie du futur, c'est surtout amener les hommes, les organisations et la technologie à travailler ensemble. Et ça, c'est fondamental. Et c'est sur le même trépied. Hein. Il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est-à-dire que si dans une entreprise, on arrive, on met de la techno, si on n'emmène pas les hommes avec, si les organisations ne sont pas prêtes à travailler ensemble, ça ne va pas fonctionner. Et moi, je me rappelle, l'année dernière, j'avais été jury en fait, pour des écoles qui présentaient un projet Industrie du futur. Et dans ce projet-là, en fait, on voyait pas d'hommes. Tout était automatique. C'était l'usine Terminator. Et c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. En fait, aujourd'hui, on remet l'humain au centre des préoccupations et au centre des problématiques et surtout au centre des décisions.
Donc c'est important de comprendre en fait qu'il faut amener les hommes, les organisations, la technologie à travailler ensemble. La conduite du changement fait partie également un vecteur très important dans la digitalisation d'une entreprise. On est obligé d'accompagner en fait les gens également dans cette transition parce que ce n'est pas toujours très simple. Voilà. Donc c'est un point aussi fondamental à comprendre. Alors, je vous ai mis un dernier slide important. Rockwell Automation recrute. On recherche énormément de jeunes. On recherche énormément de jeunes avec toutes les compétences dont je vous ai parlé tout au long de cette présentation. On a un programme aujourd'hui qui s'appelle le programme Young Graduate, qui est un programme européen. Donc, en fait, on recrute des jeunes et pendant 1 an, on les incube avec tous leurs confrères en fait, européens, donc, qui viennent de tous les pays d'Europe. Pendant 1 an, en fait, ils sont ensemble. Pendant 1 an, on les forme. On les envoie aux États-Unis. On leur apprend à parler anglais couramment. À tout un tas de métiers qui peuvent être du support avant-vente, du support après-vente, qui peuvent être du commercial, qui peuvent être de l'expertise technique, etc. Donc on a effectivement, on a plusieurs types de profils. Et donc on les prend pendant 1 an, et puis on les incube pendant 1 an. Et une fois qu'ils sont sortis donc, de leur formation, eh bien, ils intègrent les équipes avec un bon niveau de salaire, voiture de fonction, etc. etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour travailler dans notre entreprise, à contacter, donc prenez les coordonnées, donc elle s'appelle Anne Maître, hein, qui est la DRH. Donc si vous envoyez un courrier, c'est 2 rue René Caudron à Voisins-le-Bretonneux. Sinon, son mail, c'est ametre@rockwell.com. Et voilà, et donc on sera ravis de vous recevoir en entretien pour rejoindre ce type de programme. Voilà.